Les éditions Télème présentent un enregistrement intégral de Tenir sa langue de Paulina Panasenko, lu par Paulina Panasenko. À ma mère. Mon audience a lieu au tribunal de Bobigny. Convocation à 9h. Je n'y suis jamais allée, je pars en avance. En descendant dans le métro, je tape « Comment parler à un juge » dans la barre de recherche de mon téléphone. Après 3 stations, je me demande s'il va vraiment falloir commencer chaque phrase par « Votre honneur »,« Monsieur le Président » ou « Madame la juge ». Je me demande si au tribunal ils font comme certains parents. Si on leur répond juste « oui », ils disent « oui, qui ?» Tant que tu n'as pas dit « oui, madame la juge », ils t'ignorent. Arrivé au tribunal, j'attends mon avocate devant la salle d'audience. Des petits groupes anxieux s'agglutinent de part et d'autre de la porte. Une femme se demande à voix haute pourquoi certains avocats ont de la fourrure au bout de la cravate et d'autres non. Elle a l'angoisse bavarde. J'aperçois mon avocate qui passe la porte tambour et presse le pas. À la sécurité, elle ouvre son sac, sort une grosse boule de tissu noir qu'elle coince sous son bras. Quand elle me voit, elle dit « Ah, vous voilà !» Pendant qu'elle enfile sa robe sur ses vêtements de ville, on annonce l'ordre des audiences. La mienne est classée 4e sur 16. On appelle Pauline Panasenko. Salle 2, il y a 3 femmes assises sur l'estrade. 2 côte à côte, une un peu à l'écart. Je ne sais pas qui est qui. Procureur, magistrate et greffière, dit mon avocate, puis elle commence. Ma cliente a demandé à reprendre son prénom de naissance à la place de son prénom francisé et cela lui a été refusé. Elle a pourtant prouvé qu'elle utilisait son prénom de naissance dans le cadre familial, amical, administratif et professionnel et ce depuis plusieurs années. Elle veut simplement que son prénom de naissance soit de nouveau sur ses papiers d'identité français. La demande a été rejetée car jugée dénuée de fondement. Il doit s'agir d'une erreur. Elle plaide, mais elle plaide pour rien. La procureure l'écoute comme une mention légale. Mon avocate se trompe sur le postulat de base. Elle pense que la procureure a refusé ma demande à cause d'un flou administratif. Une case que j'aurais mal remplie, mal cochée, une inversion, mais non. Pas du tout. Il n'y a pas de vice de forme. La procureure a refusé parce qu'elle ne voit pas pourquoi un enfant dont le prénom a été francisé peut vouloir reprendre son prénom de naissance une fois devenu adulte. Elle ne voit pas pourquoi on voudrait porter le prénom qu'on a reçu de ses parents plutôt que celui offert par la République. Elle ne voit pas de fondement à ce que sur mes papiers d'identité, il soit de nouveau écrit Paulina au lieu de Pauline. Elle dit « Mais, maître, votre cliente est française maintenant. » Puis, à moi, « Si tous vos papiers sont à Paulina, eh bien vous pouvez les changer, les mettre à Pauline. Vous le savez très bien, ça, madame, vous le savez très bien. Vous savez bien, madame, que si votre nom a été francisé, c'est pour faciliter votre intégration dans la société française. » Bien sûr que je le sais. C'est écrit sur démarche.intérieur.gouv. Afin de faciliter votre intégration, vous pouvez demander la francisation de votre nom de famille et ou de vos prénoms. Il y a même des exemples. Ahmed devient Alain. Giovanni devient Charles. Antonia devient Adrienne. Kwasi devient Paul. Je regarde la procureure et je me demande si mon intégration dans la société française peut être considérée comme réussie. Je regarde la procureure et je me demande ce que ça peut lui faire que mon prénom fasse bifurquer sa langue d'une voyelle. Ça l'écorche ? Ça lui fait une saignée ? Ou alors, elle a peur que je me glisse dans sa langue de procureur, le prénom comme cheval de Troie. Et une fois à l'intérieur, chic, un jaune d'œuf qui coule, poc, une fusée dans l'œil. Elle a peur que je la féconde, ouais. Elle a peur que je lui mette ma langue dans la sienne et de ce que ça ferait. Elle a peur de ses propres enfants, en fait. Franchement, si on se léchait les langues, ça serait tellement mieux. Un bon bésodrome de langue, ça détendrait tout le monde. Dans ma tête, il y a de la baise linguistique sur le banc de la salle d'audience du tribunal de Bobigny. La procureure dit « J'ai une dernière question pour votre cliente, maître. »
Mon avocate s'écarte, je m'avance. Pensez-vous que c'est dans votre intérêt d'avoir un prénom russe dans la société française? Je pense à mon père, à son calme et à la génétique. J'ai la même tête que mon père, la moustache en moins, mais je n'ai pas son calme. Le calme de mon père, je l'admire et je ne le comprends pas. Ses copains français qui lui expliquent au dîner que la collectivisation c'est super, qu'il appelle camarade en roulant le R et parle d'unité de production. Je lui dis « Mais ça te gêne pas? T'as pas envie de leur dire « ta gueule pour voir ?» Non, dit mon père, pas du tout. Ce sont des gens bien. Je ne sais pas comment il fait, mon père. Ses potes et leurs fantasmes de kolkhoz, là, je ne sais pas comment il fait pour les supporter. Quand enfin les potes s'en vont, je lui demande « Mais comment tu fais ?» Il dit « Tu es maximaliste, ma fille. Il faut être plus tolérante. » Il a raison, mon père. Je ne suis pas tolérante. J'ai arrêté d'aller chez une copine qui a accroché sur son mur une image de Lissitsky. Battre les blancs avec le coin rouge. Celle avec le triangle rouge qui pénètre le rond blanc. J'ai arrêté d'aller chez elle d'abord, puis j'ai fait le lien ensuite. Il faudrait que je lui dise, peut-être, à ma pote, que mon pays en sang accroché sur son mur, ça me gêne. Ça me gêne, sa petite affiche de propagande dans le salon. Ma guerre civile en toile de fond pendant qu'on bouffe des apéricubes, ça me dérange. Il y a très longtemps, on avait déjà parlé de la Révolution d'octobre. C'était parti en vrille. Non mais attends, t'as pas le monopole de la Révolution d'octobre, c'est un événement mondial, il est à tout le monde. Attends, t'as un problème avec la Révolution d'octobre? T'aimes pas Avrora ou quoi? Les gars, elle aime pas Avrora. Non mais en fait t'es de droite, vas-y, dis-le que t'es de droite. Franchement, t'aimes pas Lénine, t'aimes pas Trotsky, t'as un problème avec le communisme, c'est obligé là, tu lis le Figaro. Les gars, elle lit le Figaro. Ou alors t'es une russe blanche et t'oses pas le dire. Ah mais c'est ça, t'es une Romanov en fait. C'est une Romanov. Vas-y, tu t'appelles Anastasia en fait, t'es la fille du tsar et t'aimes pas la révolution parce qu'on t'a pris tes bijoux. On lui a pris ses bijoux, alors elle est pas contente. Non mais il n'y a pas eu que des bonnes choses, mais ça n'a rien à voir. Faut pas jeter le bébé avec l'eau du bain, faut pas mélanger les torchons et les serviettes, les mouches et les côtelettes, ça n'a rien à voir. Une poule c'est pas un oiseau, Lénine c'est pas Staline c'est pas Trotsky, bonjour les amalgames, bonjour. La procureure répète sa question. Le problème avec la rage chez moi, c'est que pour agir, c'est bien, mais pour parler, c'est horrible. Pour parler, il faut que ça redescende, sinon je fais juste une sorte de vocalise, un angry yodel. Je me concentre sur ma respiration. Au conservatoire de théâtre, j'avais un prof de yoga qui s'appelait Gaourang. Son vrai nom c'était Jean-Luc, mais il se faisait appeler Gaourang. Et Gaourang, en cours de yoga, il nous disait toujours « Sentez l'air frais qui rentre dans les narines et l'air chaud qui ressort. » Je regarde la procureure. Je pense à Gaourang, mais je sens pas d'air frais. J'ouvre la bouche. Je produis des sons. Je dis URSS. Je dis juive. Je dis cacher son nom. Je n'entends pas ce que je dis, mais j'entends ma voix, une octave plus grave qu'à la normale. Quand je me tais, ça fait pas comme dans les films américains où il y a un court silence, puis une personne au loin qui applaudit et toute l'assemblée qui se lève. Ça fait pas ça. Ça fait juste la procureure qui dit à la magistrate « Ah, c'est intéressant, on a bien fait de la convoquer en audience. » Puis elle dit « Mettez-moi ça par écrit, en témoignage, et joignez-le au dossier, maître. » Mon avocate lui propose de se prononcer tout de suite, ne pas refaire un an de procédure, un autre renvoi, une autre audience. Non, elle ne veut pas la procureure, elle veut son papier. On sort, mon avocate me regarde. Elle dit « Oula, vous avez l'air blasé. » Elle tempère, essaye de. Elle dit « On est d'accord, si vous vouliez changer Blanche pour Geneviève, ce dialogue n'aurait pas eu lieu, mais il faut voir le bon côté. » Il y a une expression russe qui dit « Celui qui a servi à l'armée ne rit pas au cirque. » Je ne le vois pas, le bon côté. Mon avocate dit « Ne vous braquez pas. » Si, je me braque. Ne vous braquez pas. Si, je dis. Bon, envoyez-moi dès que vous rentrez votre témoignage pour la procureure, formulaire CERFA numéro 115-27*-03. Je marche vers le métro, je me dis « Surtout, ne ressasse pas. » Je m'assois dans la ligne 5, de Bobigny à Oberkampf, je ressasse. De Oberkampf à Croix-de-Chavaux, je ressasse encore plus.
Est-ce que c'est dans mon intérêt? Est-ce que c'est dans mon intérêt? Pétasse, avec ta face de vieux hibou, là. Elle veut du Malraux au Panthéon? Elle veut son appel du 18 juin? Les Américains sur les chars qui entrent à Auschwitz? Point Godwin? Rien à foutre. Elle veut du Jean Moulin à Bobigny? Je vais te les cuire, moi, tes carottes, connasse. Bon, il faut que je me calme. Je rentre chez moi, j'imprime le formulaire CERFA, je témoigne. Madame la procureure de la République. Je suis née à Moscou, en URSS. Mes parents m'ont appelée Paulina. C'est le prénom de ma grand-mère paternelle juive. Sa famille a fui les pogroms d'Ukraine et de Lituanie. Quand ma grand-mère est née, ses parents l'ont appelée Pessah. Ça veut dire le passage. C'est le jour de célébration de l'Exode. À la naissance de mon père, ma grand-mère a changé son prénom. Elle l'a russisé. Pour protéger ses enfants, pour ne pas gâcher leur avenir, pour leur donner une chance de vivre un peu plus libre dans un pays qui ne l'était pas. Sur l'acte de naissance de mon père, Pessah est devenue Paulina. En 1993, mes parents ont émigré en France avec ma sœur et moi. Quand j'ai obtenu la nationalité française, mon père a fait franciser mon prénom. Lui aussi voulait protéger, faire pour sa fille ce que sa mère avait fait pour lui. Ce que je veux, moi, c'est porter le prénom que j'ai reçu à la naissance, sans le cacher, sans le maquiller, sans le modifier, sans en avoir peur. Faire en France ce que ma grand-mère n'a pas pu faire en Union soviétique. Je n'ai pas d'enfant, mais je désire en avoir un jour. Et sur l'acte de naissance, en face de nom de la mère, je veux écrire Paulina. C'est un héritage. Savoir que sa mère était libre de porter son prénom de naissance. C'est celui-là que je veux transmettre, et pas celui de la peur. Je veux croire qu'en France, je suis libre de porter mon prénom de naissance. Je veux prendre ce risque-là. Je m'appelle Paulina. Janvier 1990. Le premier McDonald's d'URSS ouvre à Moscou. 30 000 personnes, 1,5 km de queue. Je suis dedans, avec mes parents et ma sœur. Il fait froid, mais ça vaut le coup. On piétine pour les butterbrods venus de l'Ouest et leurs emballages individuels. Une fois le contenu mangé, on ne les jette pas. On les lave et on les garde. C'est une preuve. Ma mère commande un sachet de frites supplémentaire pour mon grand-père. Lui seulement. Ma grand-mère s'est montrée claire sur son refus d'y toucher. Si elle veut une patate, elle se la prépare. Pas besoin d'Américains pour ça. Depuis la veille, elle condamne l'expédition dans son ensemble par un mutisme ostentatoire. Au moment de notre départ, assise sur le meuble à chaussures, elle fixe du regard la porte d'entrée. Une protestation silencieuse doit savoir se rendre visible. Au retour dans le 2 pièces communautaire de l'avenue Lénine, le sachet de frites est froid et ma grand-mère n'est plus sur le meuble à chaussures. Ma mère envoie ma sœur annoncer que nous sommes rentrés. Ils l'ont entendu, bien sûr, depuis le bout du couloir, mais l'annonce vaut aussi invitation. Les parents de ma mère occupent la chambre avec balcon. Mon père, ma mère, ma sœur et moi, celle exposée au sud. Le sachet froid rassemble tout le monde dans la cuisine. « Il est d'accord pour goûter une frite », dit ma sœur. On s'assoit autour de la table pour accueillir le verdict. Lentement, mon grand-père saisit un bâtonnet ramolli sur le sommet de la pile, le soulève du bout des doigts et l'observe à la lumière filtrant par le rideau de tulle. Sur la phalange de son annulaire droit, la boule de chair mauve qui couvre l'éclat d'obus contraste avec la frite. En 2 poussées, il enfourne le morceau de kartoffel dans sa bouche et lentement se met à mâcher, expirant l'air de ses narines par petits coups secs. Éclaireur du goût. La mastication ralentie, la frite désolée, vaincue par le dentier de fabrication nationale, finit de fondre dans sa bouche. Un coup de langue sur les canines en acrylique, et c'est la déglutition finale. « Alors » dit ma sœur. « Alors, c'est une patate froide » dit mon grand-père. Dans le silence qui suit,
Ma grand-mère prend appui sur la table avec sa main valide, se lève et sort. Sa jambe gauche, hémiplégique, glisse sur le lino de la cuisine. On entend s'éloigner au fond du couloir le rythme de sa marche syncopée. 19 août 1991. Mon grand-père m'emmène en balade selon l'itinéraire consacré. Après avoir longé l'immeuble voisin, on traverse la route et on arrive au cirque côté entrée des artistes. L'été, la porte reste ouverte et on devine à l'intérieur la silhouette du gardien. Devant la porte, il y a 2 bancs en bois face à face. Si on a de la chance, on peut voir un clown qui fume ou un acrobate. Une fois, on a vu un homme avec un chimpanzé. Quand on voit quelqu'un sans costume, on lui invente une fonction. De toute façon, s'il est là, c'est qu'il travaille au cirque. C'est un artiste, dit mon grand-père, et il laisse la phrase en suspens. Mais aujourd'hui, il n'y a personne et la porte d'entrée est fermée. On continue jusqu'à la statue de Jawaharlal Nehru assis sur sa chaise. On ne s'y arrête pas, on n'a pas le droit de grimper dessus. Au moment où on la dépasse, mon grand-père raconte à nouveau comment il a croisé l'actrice Galina Polskich à cet endroit même. La fois où il emmenait ma sœur au cirque. Elle a regardé mon grand-père et elle lui a souri, mais lui, il ne l'a pas reconnu et il ne lui a pas souri. Tu te rends compte ? À Galina Polskich. Puis, il a fait quelques pas et il a dit à ma sœur « Mais c'est Galina Polskich !» Ils se sont retournés. Galina Polskich s'est retournée aussi et elle leur a souri à nouveau. Et cette fois-ci, mon grand-père lui a souri à son tour. À ce moment du récit, il pousse un soupir de soulagement. Quand la statue est dans notre dos, il répète encore 1 ou 2 fois « Et moi qui ne l'avais pas reconnu ». On contourne le cirque pour arriver au théâtre Satz, un théâtre musical pour enfants. J'y ai vu L'Oiseau de Feu, Blanche-Neige, Le Loup et les 7 chevreaux. J'ai trouvé bizarre que la mère chèvre ne voit pas les chevreaux qui l'appellent, une fille du premier rang les avait même montrés du doigt. Ici aussi, il y a une entrée des artistes avec des acteurs qui fument en costume, mais on n'a pas le droit de s'en approcher. Ma mère les a entendus jurer comme des cochers. J'ai demandé des détails, elle a dit que c'était si mauvais que ses oreilles se sont fanées et enroulées sur elles-mêmes en petits tuyaux. Du coup, elle ne peut pas m'en dire plus. Si l'occasion se présente, on observe à bonne distance les princes, lapins et amanites tumouches tirer sur leurs cigarettes. Aujourd'hui, ici non plus, il n'y a personne. Devant le théâtre, un grand espace vert avec des sculptures et des fontaines que personne n'a jamais vu fonctionner. La plus belle est celle de la femme au dauphin. Mon grand-père s'installe sur le rebord en marbre de son bassin vide et me donne quartier libre. Le périmètre de jeu est défini par une règle simple. Tant qu'il me voit, j'ai le droit. Le terrain est plat et dégagé. J'ai une bonne marge de manœuvre. Par entente tacite, je n'approche pas de l'énorme artère routière qui longe le territoire du théâtre. Après avoir escaladé par toutes les faces la statue de la femme au dauphin, je m'éloigne vers la pelouse longée par la route. À mi-chemin, j'entends mon grand-père appeler mon nom avec une voix que je ne lui connais pas. Je m'arrête. Je l'entends de nouveau qui m'appelle. Je me retourne. Je vois quelque chose que je n'ai jamais vu. Mon grand-père qui court. Ma mère a toujours dit « Papy est vieux, papy ne peut pas courir, papy ne peut pas te soulever ». Une histoire de boule qui peut sortir de son ventre. Une boule de quoi, je ne sais pas, mais je sais que c'est pas bon. J'en ai conclu que ses actions lui étaient impossibles. Aussi impossibles que le miroir de la reine dans Blanche-Neige, ou la plume de l'oiseau de feu. Mais ce jour-là, mon grand-père combine les 2 actions. Il court dans ma direction, me soulève par la taille, me plaque sur son épaule et repart aussi vite en direction de la maison. Derrière nous, sur la route, de grosses boîtes kaki avec une sorte de kaléidoscope intégré roulent les unes derrière les autres. Je les regarde s'éloigner. Je pense à la boule qui est en train de sortir. À la maison, à peine passé la porte, la magie continue. La boule n'est pas sortie et personne n'en parle. Mon grand-père dit « Il y a des tanks ». Et tout le monde répète « Tank, tank, tank ».
Personne ne dit que je dois me laver les mains. En temps normal, ma mère désigne de l'index la salle de bain, puis mon grand-père demande si j'ai bien mis du savon, puis ma grand-mère demande à mon grand-père si elle s'est bien lavé les mains. Aujourd'hui, personne ne demande rien. Il y a des tanks sur l'avenue, répète mon grand-père. À ce moment-là, arrive mon père, les bras chargés de chaises rapportées de la datcha. Il entre et dit « Je crois qu'il répète la parade. » À la vue de mon père, ma grand-mère se tait, son visage se ferme, elle repart dans sa chambre. Mauvais calcul, tout le monde la suit. C'est là que se trouve le seul poste de télévision. Ils allument l'écran et referment la porte. Je reste seule dans le couloir. Les jours qui suivent, plus de dessins animés, plus de Bonne nuit les petits chéris. À la télévision, du matin au soir et sur toutes les chaînes, on voit des gens qui dansent. J'aimerais que les petits... Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.